28 buts encaissés en 19 matchs. Manchester City, c'était 25 matchs pour encaisser 28 buts la saison dernière, 30 la saison d'avant, 34 et 49 en 2020-2021. Donc plus les années avancent, moins Manchester City met de temps pour encaisser un certain volume de buts. Alors ça peut parfois s'expliquer par le calendrier, si c'est des différences assez faibles. Là, 30-34, il n'y a pas une immense différence. 25, de 25 à 34, là, il y a déjà une plus grande différence. Encore plus si c'est par rapport à 49, mais là, 28 buts pris en 19 matchs. 6 matchs d'affilée sans victoire, il y avait eu 5 défaites de suite. Ouais, c'est rare de voir ça, c'est même inédit. Et je voulais faire une vidéo pour l'occasion. Je voulais qu'on se penche un peu sur le sujet. Donc, je vous ai préparé un ensemble de choses pour analyser la situation et pour essayer de mieux la comprendre. Notamment des statistiques, mais aussi derrière de l'appui visuel pour pouvoir corréler les deux et vous montrer un petit peu ce que moi j'en pense et ce que les clés que j'essaye d'en ressortir. Vous verrez, il n'y aura pas vraiment de surprise à la fin, mais ça va permettre peut-être de confirmer certaines choses que l'on pense ou pas. Si on regarde dans les statistiques avancées offensives, donc au niveau de l'attaque, donc là on compare les 5 dernières saisons, enfin les 4 dernières et celle actuelle, Manchester City touche beaucoup de ballons dans la surface adverse. Il y a une grosse présence offensive quand même, si on compare aux années précédentes. 2020-2021, c'était celle où il y en avait le moins. Et là, on est à 45,8, donc on voit qu'il y a eu un sacré step quand même de passer. On n'avait pas dépassé les 40 touches dans la surface sur cette période-là. Et là, on est à 45,8. Donc bon, pour l'instant, ok. Par contre, c'est pas la saison où on se procure le plus d'occasions de expected goals hors penalty. Ça reste quand même la deuxième, mais on s'en procurait plus en 2021-2022. Donc voilà, toujours faire la transition, enfin la mise en parallèle de plusieurs statistiques. Une statistique seule ne vaut pas grand-chose, et là vous allez voir que ça permet de voir des points un petit peu intéressants. Donc on touche beaucoup de ballons dans la surface adverse, on se crée pas mal d'occasions, mais moins qu'il y a 3 saisons. Et la qualité moyenne des occasions qu'on se procure est la plus faible. 0,10. Alors ça veut dire quoi? C'est le expected goals moyen par tir de l'équipe. Donc en fait, c'est bien beau de se procurer beaucoup de XG, mais une équipe peut se procurer 1,5 XG sur un match en n'ayant en fait que des frappes hors de la surface ou dans des angles pas forcément évidents, juste en les multipliant. Donc en fait, on va créer un haut volume de XG, mais quand on regarde plus profondément, quand on analyse plus finement dans le détail, les occasions n'étaient pas individuellement de haute qualité. L'équipe n'avait pas su se procurer des situations dangereuses. Et là, on voit que City, sur les 5 dernières saisons, c'est la saison où l'équipe arrive le moins à se procurer des occasions dangereuses, en moyenne. On voit que là, on était autour de 0,12. Oui, qu'est-ce que ça veut dire? Comment l'interpréter? C'est que le XG moyen de chaque frappe de l'équipe, il est de 0,10. Là, c'était de 0,12, voilà. En général, oui, tu te trouves entre, on va dire, 0,08 et 0,14, 0,15 pour les meilleures équipes. Sachant que les meilleures équipes dans ce domaine-là, c'est rarement les meilleures équipes tout court. Enfin, c'est souvent des équipes en fait qui jouent en contre-attaque. Et du coup, les situations moyennes qu'elles vont se procurer, c'est souvent des face-à-face du coup. Donc voilà, faut essayer de tout corréler. Mais là, ça nous donne déjà un élément de réponse offensif. C'est-à-dire, on inonde la surface adverse sans pour autant se procurer plus de situations que quand on avait, pas 10 touches de moins, mais quand même 6-7 touches de moins dans la surface. Et que nos occasions, nos situations sont de moins bonne qualité. Et pour finir du coup, la conversion de nos situations, puisqu'on se procure le deuxième plus haut volume de XG, mais on a le pire volume de buts. Donc on a une conversion des occasions qui est quand même assez faible. Si on compare par exemple chaque saison, l'équipe marquait plus de buts hors penalty qu'elle n'avait de XG hors penalty. C'est-à-dire qu'elle avait un taux de conversion qui était supérieur aux occasions qu'elle se procurait. Ça induit que certains joueurs, ça ne veut pas dire qu'elle manquait pas d'occasions, mais ça veut dire qu'elle compensait avec des joueurs qui marquaient des situations complexes. On pense notamment à Kevin De Bruyne, qui est quand même un habitué des buts hors surface. Je
crois que ça représente 49% des buts dans sa carrière, c'est un truc de fou. Et ouais, ce genre de situation-là, ce genre de but un peu sorti de nulle part, qui permet de reprendre l'avantage, et puis aussi essayer de convertir les situations plus simples. Et là, du coup, sur les 5 dernières saisons, c'est la seule où on est en négatif par rapport à CXG. Donc déjà, ça fait plein de choses offensivement qui vont pas forcément au mieux. Si on regarde, on a des éléments de réponse ici, enfin de confirmation, parce qu'en fait, on voit que Haaland a marqué 17 buts, mais que derrière, le deuxième meilleur buteur, on va dire, c'est Gvardiol. Il y a Kovacic aussi et Foden. Mais ça me rappelle un peu Marseille, il y a 2 saisons, où c'était pas, je sais pas si c'était leur meilleur buteur, mais dans le top 3 des meilleurs buteurs, ils avaient Mbemba. Et c'est quand même significatif. Quand tu vois que tu passes de 17 à 3, 3, 3, 3, 3, 2, 2, voilà. Et dans les joueurs qui sont à 3 buts, en fait, tu as 2 défenseurs et 2 milieux et un attaquant. Et en fait, Doku est à 2 buts, Savigno, il a pas marqué. Bon, De Bruyne, il a très peu joué. Mais déjà, tu commences à avoir des pistes. Pas mal de joueurs offensifs qui sont très peu décisifs. Haaland qui est un petit peu le seul à scorer. Il manque aussi beaucoup d'occasions à côté de ça. Donc forcément, ça va être compliqué. Gundogan, il est pas au meilleur de sa forme. Foden, c'est pareil, joueur de l'année en première ligue, il me semble, la saison dernière. Est-ce que c'était pas sa meilleure saison ? C'était sa meilleure saison, mais est-ce que c'était pas un épiphénomène un peu ? C'est vrai que Foden, c'est un joueur que j'aime bien voir jouer, qui est talentueux, qui est technique, etc. Mais la saison dernière, on avait tous un peu cette réflexion, je pense, de se dire « Ah, ça y est, voilà, ça fait longtemps qu'on attend ça de lui, qu'on voit des belles choses. Ça y est, enfin, il assume son statut. Enfin, en tout cas, il change de statut. » il prend une dimension supérieure. Est-ce que là, c'est pas un peu la douche froide ? Est-ce que il va revenir ? Mais voilà, est-ce qu'il a cette capacité ? Parce que du coup, la saison dernière, on avait notamment perdu De Bruyne une grande partie de la saison, mais on accusait moins le coup parce que Foden avait, c'est vrai, un peu pris l'équipe sur ses épaules offensivement avec Haaland. Et du coup, mais est-ce qu'il surperformait pas un peu trop et que là, le retour à la normale, à son niveau moyen, forcément crée une certaine différence qui du coup se ressent dans la production offensive de City. Deuxième point, on va parler un peu de la maîtrise, donc contrôler l'adversaire, que ce soit dans sa possession, sa propre possession, ou que ce soit pour empêcher l'adversaire de récupérer, de faire son jeu, de développer son jeu. Au niveau du pourcentage de possession haute, on rejoint un peu le nombre de touches dans la surface adverse. Donc en fait, City n'a jamais autant contrôlé que cette saison, n'a autant acculé l'adversaire dans sa propre surface, dans son propre camp. Donc pourcentage de possession haute, c'est quoi ? C'est le volume de possession de City qui se situe dans les 30 derniers mètres adverses. 30 derniers mètres, c'est vraiment pas loin de la surface. Donc 42%, c'est énorme, hein, mais vraiment énorme. Dites-vous que cette saison, par exemple, si t'es à 27% cette saison-là, t'es déjà dans le top 5. Donc là, c'est vraiment un truc d'extraterrestre, 42%. Et c'est pour ça, je pense qu'il y a pas mal de gens aussi qui s'ennuient un peu devant les matchs de City ou qui peuvent... parce qu'en fait, il y a un tel contrôle de l'équipe adverse, on le restreint tellement au minimum que forcément, tu vois assez peu d'événements dans la partie, quoi. Donc là, on voit une sorte d'obsession du contrôle, de vraiment... c'est quand même fou la différence, alors que pourtant, sur les dernières saisons, on a toujours eu l'impression que City contrôlait bien l'adversaire, etc. Et même peut-être que là, parce qu'ils perdent, on pourrait penser l'inverse, mais en tout cas, sur ces aspects-là, on accule encore plus. Mais est-ce que du coup, c'est pas un faux contrôle un peu ? Un contrôle, on va dire, un contrôle en apparence, un mirage. Sur le pourcentage de passes réussies, on n'est pas trop mal, on est quasiment au même niveau que la meilleure saison, et puis à ce niveau-là, City, c'est régulièrement dans les meilleurs d'Europe, voire la meilleure équipe d'Europe, donc sur ça, c'est correct. Au niveau des récupérations hautes, on suit encore ce que j'ai dit juste avant. On n'a jamais autant récupéré de ballons dans les 30 derniers mètres. Presque 21 récupérations hautes en moyenne par rencontre. C'est 6 de plus qu'en 2020-2021 par exemple. Donc c'est assez impressionnant de voir ça, de se dire que on essaye de plus en plus
d'annihiler l'adversaire, de le cadenasser. On le laisse de moins en moins jouer, mais pour autant, alors qu'est-ce qui va pas, quoi? Au niveau des pertes basses, on n'est pas non plus dans la pire saison, voire on est dans la deuxième meilleure. Donc les pertes basses, c'est un petit peu l'inverse des récupérations hautes, c'est-à-dire les ballons qu'on perd dans ces 30 premiers mètres. City fait partie des meilleures équipes dans le domaine en Europe depuis X saisons, parce que ça ressort très bien les ballons, c'est très fort sous pression, etc. Donc voilà, au niveau de la maîtrise, on voit qu'il n'y a pas trop de problèmes. Sur ça a l'air d'aller, en tout cas dans l'idée et dans la réalisation, on accule l'adversaire intensément plus que les autres saisons, où c'était pourtant déjà bien le cas. Dans les duels, on dispute pas mal de duels défensifs quand même. On est sur la deuxième saison où on va en jouer le plus. Alors, on peut le voir de deux manières. Tu peux en jouer le plus parce que tu cherches à aller sur l'adversaire, tu cherches à récupérer des ballons, etc. Bien sûr, je ne l'ai pas précisé, mais ce sont les valeurs en moyenne par match. Ou alors parce que tu vas devoir jouer des duels parce que tu en subis, parce que tu as des attaquants adverses qui jouent des 1 contre 1 contre tes joueurs. Sur la réussite des duels défensifs, on n'est pas si mauvais, pareil, on est même bon par rapport aux dernières saisons. On n'est pas la meilleure, mais on est mieux par exemple qu'en 2020-2021. Mais par contre, si on regarde les duels aériens, on voit quand même un gros point rouge. Donc on est dans la saison où on en dispute le moins, et aussi celle où on a le moins haut taux de réussite. On était toujours sur la barre, au-dessus de la barre des 50% lors des saisons précédentes. Là, la saison dernière, on est pas mal redescendu, et là, on est encore redescendu d'un cran. Donc c'est assez notable. Et en défense, c'est le dernier point, c'est catastrophique. C'est catastrophique. C'est le gros point faible de City cette saison. Le principal facteur, je pense, le principal rouage défaillant, c'est qu'en réalité, on subit plus de touches dans sa surface, on concède plus d'occasions, même bien plus, parce que si on regarde depuis 2020, Manchester City n'avait jamais dépassé le 1 XG concédé par rencontre, hors penalty. Même là, on était à 0,59, c'était vraiment l'excellence à ce niveau-là. On voit que 2020-2021, c'était très satisfaisant à ce niveau-là. La qualité des occasions qu'on subit, c'est l'inverse de ce qu'on disait tout à l'heure. Ils se procurent des occasions de moins bonne qualité et ils subissent des occasions de très haute qualité. Qu'est-ce que je vous ai dit tout à l'heure? Je vous ai dit qu'on allait en général entre 0,08 et 0,16. 0,16, c'est le pire qu'on puisse faire en Première Ligue cette saison. Manchester City, en Première Ligue cette saison, est l'équipe qui concède les occasions de meilleure qualité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en général, quand tu affrontes l'équipe, tu vas quasiment toujours jouer des face-à-face. Tu vas souvent avoir des situations qui sont faciles à marquer. Et ça, c'est ce qu'on veut absolument pas. C'est ce qu'un entraîneur veut le plus possible éviter. Parce que tu peux concéder des situations, mais si c'est des situations en dehors de la surface, dans des angles fermés, etc., etc., si les attaquants adverses sont de très bons finisseurs, des fois ça passera, mais tu vas limiter les dégâts grandement. Là, tu subis des occasions qui sont 2 fois plus importantes que ce que tu as subi depuis 2020. Ça, c'est quand même très significatif et je pense que c'est le point noir, c'est le point qui m'a le plus marqué en analysant. Du coup, t'encaisses aussi beaucoup plus de buts. Pareil, on n'avait pas passé la barre des 1 but encaissé hors penalty par rencontre. Ederson, il a beau avoir un très bon jeu au pied, c'est loin d'être une assurance tout risque sur sa ligne. Au niveau de ses arrêts, j'en ai déjà parlé, j'ai déjà fait une vidéo sur le sujet, une des toutes premières vidéos de ma chaîne, vous pourrez retrouver si vous voulez, c'est les meilleurs gardiens sont-ils les plus récompensés? Et on expliquait que Ederson, il avait gagné le Golden Glove en Angleterre, donc il y a un trophée qui récompense le gardien qui a enregistré le plus de clean sheet. Alors, j'ai déjà expliqué de nombreuses fois, mais c'est catastrophique de faire ça parce que les clean sheets dépendent peut-être à 70% de la défense. Alors, le gardien a un rôle à jouer parce qu'il va donner des consignes à sa défense, il veut être rassurant, etc. Mais par exemple, je sais pas, il avait peut-être eu 16 matchs sans encaisser de but, une année où il gagne le Golden Glove. Et en fait, sur les 16, je crois qu'il y en a 6 où il reçoit même pas de tir. Donc forcément, c'est plus facile de pas encaisser de but quand tu reçois pas de tir. Et dans les statistiques avancées, Ederson fait régulièrement partie des moins bons gardiens d'Europe
du moins des moins bons parmi ceux des grosses équipes. Il fait un peu tâche parce qu'en fait il est tout le temps en négatif sur sa ligne par rapport au XGOT reçu. Donc pareil, si vous voulez comprendre ce que je dis, j'ai déjà fait plein de vidéos sur le sujet, mais c'est comme ça qu'on analyse les performances des gardiens au niveau de leurs arrêts. Et je crois que la seule saison finalement où il est dans le positif, c'est celle où City gagne la Ligue des Champions. Comme quoi, ça fait beaucoup. Et puis voilà, même chose, je voulais le montrer également, je voulais rajouter ça. J'avais fini la vidéo et puis je me suis dit, mais... Enfin, j'ai analysé les buts, vous allez le voir après, on va en parler. Et je me suis dit, mais c'est vrai que City concède énormément en contre. L'équipe, il y a de gros trous dans la défense. Et en fait, à ne pas s'y tromper, c'est aussi la saison, là, sur les 5 dernières, dans laquelle Manchester City concède le plus de tirs sur contre-attaque. Donc le tir d'une équipe adverse, de l'équipe adverse qui vient de faire une contre-attaque. Et puis là, pareil, on est presque 3 fois plus. Ouais, on est presque 3 fois plus, voire plus de 3 fois plus. Enfin, c'est fou de se dire ça, que ces saisons-là. Donc là, on était remonté un peu, là, on était redescendu. Mais ouais, symboliquement, on voit qu'il y a quand même un immense écart défensif entre le City d'aujourd'hui et les City des autres saisons, voire les City des meilleures saisons. Enfin voilà, je pense que c'est le point le plus choquant. C'est vraiment le point qui saute le plus aux yeux. Et quand on se penche un peu plus en détail sur les buts que l'équipe a encaissés, puisque là on a parlé des tirs concédés en contre, on se rend compte qu'effectivement, il y a 16 buts qui ont été encaissés sur des actions adverses entre 0 et 5 passes. C'est-à-dire l'adversaire a mis entre 0 et 5 passes pour marquer, donc une attaque directe. Il y a 8 fois où l'adversaire met entre 5 et 10 passes, donc on va dire une attaque classique, construite, et 3 fois où l'adversaire a fait plus de 10 passes. Je crois d'ailleurs que, sur les 3, qu'il y en a 2 contre Fulham, ce qui est un peu surprenant, mais sur les séquences de jeu, ouais, Fulham, je crois que c'est Fulham, hein, mais sur les 2 buts, c'est même plus de 16 passes, il y en a un où c'est 23 passes, il me semble, quelque chose comme ça. Ça paraît surprenant de se dire que City a pris un but que Fulham a construit sur une série de 23 passes. Mais bref, ça illustre très bien le propos. Alors, il y a un but qui manque, mais c'est parce que c'est le but sur coup de pied arrêté concédé contre Arsenal. Donc, c'est logique qu'il ne soit pas ici. Et aussi les buts qui sont sur penalty. Enfin, les penalties que City a concédés sont pris en compte ici, mais du coup, comme si, en gros, entre X et X passes pour provoquer un penalty ou concéder un penalty à la place de marquer un but, mais voilà, c'était la même logique. Donc voilà, on voit que voilà, c'est grandement une grande majorité de situations où ils se sont fait avoir sur une contre-attaque, sur une attaque directe. Effectivement, j'ai analysé tous les buts que l'équipe a concédés et ça saute aux yeux. On va régulièrement essayer d'aller chercher une passe directe à travers la dernière ligne défensive pour la casser, pour aller chercher un coéquipier qui attaque l'espace. Voilà, en passant à travers la défense au sol ou par-dessus, comme on a pu le voir contre Feyenoord. Voilà, on va chercher par-dessus la défense, un alignement assez douteux et on se sert de ça, on se sert de l'espace qui est créé et du coéquipier qui se projette dedans, pour le trouver et pour après être dans des situations très favorables pour marquer. Parce qu'en réalité, une fois que ça s'est fait, le bloc défensif, la ligne défensive de City va se retrouver dans des situations où ils sont soit tous regroupés, soit tous écartés, mais il y a toujours un endroit où il y a énormément d'espace. Là, il y a une zone avec beaucoup d'espace, là aussi. Voilà, t'es déséquilibré. Tu te retrouves à devoir défendre en courant vers ton but, ce qui est pas super agréable. La défense des grands espaces, il y a pas énormément de défenseurs qui sont spécialisés dans le domaine, qui sont vraiment très bons. Puis voilà, une fois que tu dois gérer un adversaire lancé, c'est toujours délicat, surtout s'il a un temps d'avance sur toi. Et c'est ce qui se passe quasiment à chaque fois. Donc là, on vient trouver par-dessus, là à travers, là on vient trouver l'attaquant comme ça avec une passe ici. Là on a trouvé au Sporting, c'est fou parce que t'avais 4 défenseurs dans cette zone-là et ce joueur-là a réussi à trouver ce joueur-là sur une passe comme ça, transperçante. Ici, pareil, et voilà, ici, même chose, on va trouver, le coéquipier qui est là, qui est tout seul du coup, parce que on est désorganisé, on est totalement déséquilibré, on doit défendre les grands espaces, c'est un peu
c'est un peu le bazar, et puis voilà, c'est dur à gérer, et derrière, c'est ce qu'on disait, les attaquants adverses vont avoir des situations de haute qualité, où ils sont quasiment à chaque fois en face à face contre Ederson. Une fois que tout ça c'est dit, on est obligé de penser à un monsieur, forcément, quoi qu'on en pense, parce que depuis qu'il a eu le Ballon d'Or, il fait beaucoup débat. Mais Rodri, depuis 2020 avec Manchester City, donc sur la période qu'on étudie depuis le début de la vidéo, c'est le joueur de l'équipe qui a réalisé le plus de récupérations, qui a coupé le plus de passes adverses et qui a remporté le plus de duels aériens. Réfléchissez un peu, on met tout ça en corrélation. Gros problème défensif, se fait trouer comme pas possible sur les contre-attaques adverses, que ce soit à travers des passes qui transpercent la ligne défensive, des passes au sol ou des passes aériennes pour sauter la défense. En fait, une fois qu'on a cité tout ça et qu'on fait lien avec l'omniprésence de Rodri dans ces domaines-là, sachant qu'il est premier, mais il n'est pas premier just. Il est premier, des fois il a 150 actions d'avance sur le deuxième. Voilà, il faut mettre les choses au clair. Rodri, c'est le joueur qui du moins est le plus... c'est la pièce, si on doit faire un rouage, si Manchester City c'est un rouage, Rodri, c'est une clé défensive ultra importante, vraiment essentielle. C'est le 6 guardiolien, celui qui va couper les contre-attaques adverses, qui va essayer d'être toujours au bon endroit au bon moment, qui défend avec son cerveau et son placement plus qu'avec son physique et son coffre, et qui du coup, quand on se repasse des extraits, tout de suite on se remet dedans, mais tout paraît plus logique. Là, c'était face à l'Inter en début de saison. Hop, on veut aller essayer de trouver une passe directe pour qu'après le coéquipier puisse se mettre face au jeu et lancer une contre-attaque. Il met le pied. Là, il est au bon endroit pour pouvoir couper une passe directe qui va pareil, aller chercher un joueur au milieu de terrain. Hop, il met le pied. Ici, c'est ce joueur-là, je crois, qui récupère le ballon dans les pieds de Gvardiol, il me semble. Du coup, ça fait une sorte de passe qui va se diriger vers... ça doit être peut-être Adama Traoré, je sais pas, je dis ça comme ça. Et Rodri, il est placé ici, et hop, il va tendre le pied. Et en fait, c'est toujours ça, Rodri, c'est un gars qui, par son positionnement et par sa lecture du jeu, va permettre à City de subir le moins de... Enfin, en tout cas, va réduire grandement le nombre de situations dans lesquelles City va devoir défendre les grands espaces en contre-attaque, sur une contre-attaque adverse, sur une transition offensive. Sachant que Rodri, moi, c'est pas un joueur qui a pas de défaut. Il est vu un peu comme le milieu parfait, etc. Mais Rodri, pour le coup, moi, je le trouve pas très bon dans la défense des grands espaces. C'est un joueur qui est souvent parmi ceux qui se font le plus dribbler dans son équipe. On l'avait dit quand on avait fait la vidéo sur l'Espagne à l'Euro, je crois que c'était le joueur le plus dribblé de l'Espagne. Quand il y a beaucoup d'espace et qu'il y a des joueurs lancés, il a du mal. Il peut facilement se faire avoir par un joueur agile. Mais du coup, par sa manière de jouer, par ses aptitudes défensives, sa lecture du jeu, il va faire en sorte de se retrouver le moins possible, lui et ses coéquipiers, dans ces situations-là. Parce que c'est plaisant pour personne de défendre les grands espaces face à des adversaires lancés, souvent des ailiers, des gars rapides et agiles. Et du coup, il est là pour... on le voit encore une fois. Hop, Modric, je crois qu'il va essayer de passer comme ça, par-dessus, aller trouver un joueur tout de suite au milieu de terrain. Aller trouver même Nicolas Jackson. Et hop, Rodri, il est là pour mettre le pied. Et on le voit, il est là à plusieurs endroits du terrain. Rodri, c'est vraiment un essuie-glace. Tu peux le retrouver que ce soit le long de la ligne de touche, mais que ce soit plein axe, que ce soit proche du rond central, que ce soit plus haut à la limite du rond central pour prendre une passe en retrait et frapper et parfois marquer des buts. On l'a vu marquer comme ça. La même chose, c'était contre le Real, c'était la saison dernière, il me semble. Tchouaméni, je crois, qui tente de tout de suite d'aller chercher un gelon vers le milieu de terrain pour pouvoir sauter tout ça, tous ces joueurs-là, éliminer 5 joueurs de City, trouver une passe directe, et on sait que le Real face à City, c'est un petit peu comme ça qu'ils ont fonctionné. Hop, tout de suite, on vient se mettre sur la trajectoire, on vient couper le ballon, et puis comme ça, on peut recycler tout de suite. En plus, la récupération est assez haute, donc on va pouvoir peut-être créer une situation dangereuse, mais après, on peut recycler la possession. C'est aussi le cas par son placement. C'est un joueur qui, par son placement, il peut aller gratter des ballons, il peut aller au pressing, il vient de chercher le ballon dans les pieds. Même chose, là, c'est 2 situations où il y avait des transitions adverses possibles, où l'adversaire venait de récupérer le ballon et se projeter vers l'avant, et où Rodri, il était pas très loin, il était à 2 pas, et hop, il vient mettre le pied, il vient te gratter le ballon dans les pieds pour empêcher ça. Au niveau aussi du jeu aérien,
parce que Rodri, il faut savoir que, bon, je l'ai dit, c'est un des joueurs, enfin, c'est le joueur des City qui a remporté le plus de duels aériens, mais c'est aussi un des milieux défensifs qui a le meilleur pourcentage de réussite dans les duels aériens. Il est top 1% à son poste dans ce domaine-là, de mémoire. Et voilà, ça c'est important aussi parce que quand les joueurs adverses essayent de sauter carrément le milieu de terrain en allant un petit peu avec un peu une passe en hauteur, mais il peut se permettre aussi de l'intercepter de cette manière. Là pareil, on a une autre situation contre Manchester United où Onana relance, et bah hop tout de suite, donc lui il était là, il la court et hop il vient couper la trajectoire du ballon. Et là, Modric, il y a pas mal de séquences face au Real Madrid. Modric, hop, il veut passer par-dessus pour trouver Bellingham, il me semble. Et bah pareil. Donc ouais, c'était intéressant en plus sur cette situation-là. Il avait légèrement. Alors là, on pourrait penser que le ballon va vers là. En fait, il avait légèrement. Le ballon arrive pas encore à lui, mais il la dévie légèrement comme ça pour la redonner à ses défenseurs derrière lui. Et puis dernière chose, Rodri, c'est aussi un joueur, comme je le disais, il est vraiment partout, qu'on retrouve pas mal dans la surface, dans sa propre surface, pour pouvoir couper les centres en retrait, pour pouvoir intercepter les centres en retrait. Et en fait, voilà, c'est vraiment le gars qui va être le milieu, mais qui va être aussi le défenseur. Voilà, il est vraiment partout sur le terrain. Il a une immense activité. Il est là, il est dans beaucoup de zones. Quand il est en possession, il dicte le tempo. Il arrive, une fois que le bloc remonte progressivement, il se rapproche progressivement de la surface pour pouvoir récupérer des seconds ballons ou pour pouvoir frapper aux abords de la surface et potentiellement marquer. Il a marqué pas mal de buts comme ça, on l'a dit tout à l'heure. Mais quand il y a une transition défensive, bah hop, il retourne dans sa propre surface et quand voilà, l'adversaire va essayer de chercher un centre en retrait, bah, même chose à travers sa lecture du jeu, il est souvent au bon endroit au bon moment et va pouvoir permettre à son équipe de récupérer le ballon. Et ça me fait un petit peu penser à Busquets. Alors moi je suis pas du tout dans ceux qui vont comparer Rodri à Busquets, mais en fait ça me fait penser à Busquets dans le sens où la saison, vous vous souvenez sans doute, où Barcelone, donc je crois que c'était il y a 2 ou 3 saisons, Barcelone encaisse très très peu de buts dans la saison, je crois 20 buts en Liga ou moins, quelque chose comme ça. C'était vraiment la solidité défensive qui les avait qui les faisait ressortir du lot. Donc Ter Stegen avait été très bon, mais on avait aussi Busquets qui avait été important, sauf que ça s'était pas forcément vu, enfin les supporters l'avaient pas forcément conscientisé, parce que c'est un peu du travail de l'ombre, comme on l'a vu là avec Rodri. Et en fait, la saison d'après où il part, bah beaucoup de regrets et beaucoup de supporters aussi qui se sont rendus compte que en fait la différence tu la sentais tout de suite. Quand t'as une sentinelle comme ça qui s'en va, un mec qui qui couvre ta dernière ligne, parce que c'est ce qu'ils font en fait, ce sont un peu le dernier rempart avant le dernier rempart défensif, on va dire. C'est eux qui vont couvrir la dernière ligne, soutenir leurs centraux, leurs latéraux, etc. Et Busquets, il avait beau être, on va dire, à un âge avancé, peut-être qu'il avait plus de mal dans certaines choses, notamment dans la défense des grands espaces, un peu comme Rodri aussi. Il y avait moins de coffres, forcément assez peu de vitesse, etc. Mais ce qui se passe là-haut, l'anticipation, etc., ça se perd pas. Un joueur de très haut niveau, c'est un joueur de très haut niveau. Ça se remplace pas comme ça non plus. Et ça me le rappelle d'autant plus que derrière, que ce soit à travers Gundogan, Frenkie de Jong, etc., on a essayé de retrouver d'autres solutions, sauf qu'on a vu que ça marchait pas, parce qu'en fait, de Jong et Gundogan, c'était des joueurs qui se projetaient trop avec ballon, qui se retrouvaient trop dans les zones hautes du terrain et pas toujours au bon moment, ce qui faisait que derrière, le FC Barcelone subissait énormément en contre-attaque, se retrouver souvent à défendre les grands espaces. Et c'était observable dans les stats, encore une fois. J'avais fait une vidéo sur le sujet pour ceux qui s'en rappellent. Donc voilà, c'est pour ça que ça m'a un petit peu... tout de suite, ça m'a rappelé cette vidéo et ça m'a rappelé ce cas-là. Ça m'a rappelé cette problématique-là, de perdre son garant du milieu de terrain, sa sentinelle, celui qui va vraiment protéger les autres et anticiper les choses pour couper les transitions adverses. Et aujourd'hui, tu peux mettre Gundogan, tu peux mettre là des jeunes, tu peux mettre Rico Lewis, etc. Mais c'est pas des gars qui ont cette science défensive-là encore, soit parce que ça a pas été leur poste préférentiel dans leur carrière, ou soit parce qu'ils sont encore jeunes et qu'ils n'ont pas développé tout ce bagage-là. Mais ouais, voilà, forcément,
voilà, j'avais envie de faire le parallèle avec Busquets parce que je trouve que c'est deux situations qu'on peut un petit peu mettre en perspective et qui m'ont, moi tout de suite ça m'a fait, j'ai fait ce rapport-là dans ma tête. Autre chose, il me manque aussi Ruben Dias, hein, il était absent lors des matchs là, je crois toutes les défaites d'ailleurs, il me semble, hein. Il est blessé, ça fait, il a manqué 7 matchs, donc ça doit être ça. Il est blessé. Et alors oui, il a mis un but contre son camp, il me semble, en début de saison. Mais voilà, Ruben Dias, c'est pareil. C'est Ruben Dias. C'est le gars, il a de l'expérience. C'est c'est un leader, je pense aussi, vocal dans son équipe. Il fait partie, voilà, des cadres. En fait, il fait partie des cadres. Et j'ai envie de mettre cette notion-là en avant. Parce qu'on sous-estime beaucoup le fait de perdre des cadres dans son équipe, un peu comme le Real là n'a plus Toni Kroos par exemple. Et c'est des joueurs qui se remplacent pas facilement, et même si tu arrives à trouver des joueurs avec une qualité similaire, il y a une aura, il y a un leadership, il y a énormément de choses que tu n'auras pas comme ça, parce que le mec arrive, ou le mec est jeune, le mec sort du centre de formation, etc. Ça s'invente pas en claquant des doigts. Il faut plusieurs saisons, il faut que tes coéquipiers te fassent confiance, etc. Ruben Dias, on sait que, notamment il y a 2 saisons, il me semble, mais je crois que c'est celle où, en tout cas la saison où City gagne la Ligue des Champions, de mémoire, c'est un monstre, il fait plein de sauvetages sur la ligne, etc., etc. Enfin, voilà, Ruben Dias fait quand même partie des meilleurs centraux, et voilà, c'est une perte significative qui rajoute du poids à tout ça, et qui, je pense aussi, indirectement ou directement, ça fait perdre aussi certains repères à la défense qui se sont habitués à lui. Hein. Ruben Dias, j'avais regardé, mais sur les dernières saisons, il est toujours dans les 5-6 joueurs qui ont le plus joué dans l'équipe. Le premier, c'est Rodri, et lui, c'est toujours le ou le deuxième défenseur qui a le plus joué, en fonction de ses états de forme, etc. Mais ouais, on sent que ça peut rendre certaines phases compliquées, qu'il y en a qui perdent leurs repères. Et celui qui m'a le plus marqué à ce niveau-là, c'est Gvardiol. Donc, en fait, en revisionnant les buts que l'équipe a encaissés, je me suis rendu compte que Gvardiol était toujours, très souvent de près ou de loin, impliqué ou dans la zone. Donc là, à Feyenoord, le but qui leur permet de revenir au score, de marquer et d'y croire, mais c'est sur une erreur du coup de Gvardiol qui essaie de la remettre à Ederson et c'est trop court et du coup Hadj Moussa il va récupérer le ballon et marquer. Mais en fait, il est très souvent, alors qu'il soit directement fautif ou non, parfois c'est pas lui le plus fautif, etc. Mais en fait, ça m'a sauté aux yeux quand j'ai vraiment visionné les buts. Je me disais, mais les mecs, les buts viennent très très souvent quand même du côté de Gvardiol. Et c'est vrai que quand tu te les repasses, tu vois qu'il est toujours dans le coin, que ce soit sur le buteur ou sur le passeur décisif. Donc là, je crois que il y a un centre, hop, Gvardiol arrive pas à récupérer le ballon de la tête, et là du coup ce joueur-là va adresser une passe et ça va finir au fond. Là, alors bon, j'ai que cette séquence-là, mais Kulusevski, il récupère le ballon, il va sortir un peu comme ça, se réaxer, je crois faire une passe et il y aura but derrière. Sur cette situation-là contre Tottenham aussi, c'est pour le deuxième but, je crois dans le même match en plus. Ouais, dans le même match, c'est dur, il me semble. Gvardiol, pareil, il va rater une passe comme ça, il va remettre une passe dans l'axe, c'est récupéré de mémoire par Maddison qui va la donner à Son, peut-être quelque chose comme ça. Je me rappelle plus exactement, j'ai plus tout en tête parce qu'en plus contre Tottenham, ils en ont encaissé pas mal, mais voilà, Gvardiol est dessus. Là, bon, ce joueur-là est totalement libre, hein, donc en soi, c'est pas sans doute pas le plus fautif sur la situation, mais juste pour dire qu'il est souvent dans la zone en fait. C'est lui qui entre guillemets doit gérer le passeur décisif, qui est quand même assez libre et qui a le temps. La fois où il y a le cafouillage, et Brighton va marquer derrière, je crois que le dernier Citizen à mettre le pied sur le ballon en fait, c'est Gvardiol, et je crois que même je serais pas surpris que il la pousse un peu pour la donner aux joueurs de Brighton sans faire exprès. Hein. Autre situation contre Brighton aussi. Là, je crois que c'est Joao Pedro qui va trouver une passe transperçante et Gvardiol, pareil, un peu à contre-temps ici. C'est lui qui prend le buteur de Bournemouth aussi, c'est lui qui est dessus et le ballon va passer là. Pareil, ici, c'est celui qui est le plus proche de celui qui marque. La passe décisive qui était assez folle du joueur de Fulham, il fait une passe décisive de fou. Pareil, il est dans la zone, sans dire qu'il est toujours le fautif. Mais voilà, il est dans la zone, c'est celui qui est au marquage ou qui prend le passeur décisif, qui est proche de celui qui va marquer. Là, pareil, c'est la passe décisive, je crois, de Bowen. Enfin non, pas passe décisive. On parlait tout à l'heure du CSC de Ruben Dias.
hop, il va la mettre forte et Ruben Dias, je crois, la met dans son but sur le genou. Et là, pareil, en début de saison, c'était Garnacho. Là, on voit qu'il perd un peu l'équilibre, il tombe un petit peu vers l'avant. Au-delà de Ruben Dias, on a parlé de Rodri, Ruben Dias, il y a aussi De Bruyne qui est pas là. Et en fait, quand tu fais le cumul de tout ça, en fait, il te manque peut-être tes 3 cadres les plus importants. Parce que Ederson, encore, comme je disais, oui, c'est vrai qu'il est très très important par sa qualité de passe, mais dans les cages, pour éviter des buts, il est remplaçable en tout cas. Mais De Bruyne, Rodri, Dias, t'as ton leader défensif d'une certaine manière, en tout cas un joueur avec énormément d'expérience. T'as Stones, t'as Dias, mais voilà, tu perds un de tes leaders défensifs, un de tes leaders d'équipe, voilà, ça y a pas de doute, un des leaders vocaux, un joueur d'expérience, un cadre. Et au milieu de terrain, on dit souvent que le milieu de terrain, c'est la zone la plus importante au foot. Tu perds celui qui est ton garant défensif, qui est celui qui va couper les transitions adverses, qui va récupérer énormément de ballons, que ce soit au sol ou de la tête, et tu perds ton garant offensif. Parce que De Bruyne, c'est pareil, lui depuis qu'il est à City, c'est toujours celui qui crée le plus par la passe. Et en fait, quand tu réfléchis comme ça, tu te dis que dans toutes les équipes demain, t'enlèves le garant défensif, celui qui crée le plus par la passe, et un des 2 cadres, un des 2 centrales les plus importants, forcément ça va être compliqué. Donc j'ai été le premier à aussi trouver que c'était surprenant que Manchester City contre-performe autant. Je pense que oui, il devrait quand même pouvoir faire mieux. Mais au-delà de ça, quand t'enlèves des joueurs aussi importants et tu vois que t'as quand même celui qui te gère la partie basse du milieu et celui qui te gère la partie haute. Donc en fait, tu perds celui qui te fait le lien entre la défense et le milieu un peu, enfin milieu-défense, et celui qui gère milieu-attaque. Enfin, c'est quand même fort, faut pas le sous-estimer. Et c'est des joueurs qui sont pas remplaçables. De Bruyne, je l'ai dit, Foden fait une super saison la saison dernière. Mais sinon, à part ça, t'as personne qui va arriver à envoyer autant de caviar que De Bruyne, parce que les passes décisives, c'est bien, mais il donne toujours beaucoup plus de caviar qu'il n'a de passes décisives, De Bruyne. Donc, quand on met tout ça en perspective, voilà, ça paraît aussi plus explicable. Je dis pas, chacun se fera son avis de si ça reste honteux ou pas de perdre quand même, chacun en tirera ses conclusions à ce niveau-là. Mais en tout cas, est-ce que c'est explicable ? Oui, selon moi. C'est-à-dire que quand tu perds tes joueurs les plus importants, tes cadres, forcément que tu vas avoir des différences dans la production. Et à partir de là, on va pouvoir se faire une véritable idée au moment où ils vont revenir, selon moi. À ce moment-là, si ça marche toujours pas, ok, il y aura des questions à se poser. Là, on va se dire, il y a un problème. Mais je pense que c'est un ensemble. En fait, Guardiola, ça fait déjà un moment qu'il est là. Peut-être qu'il y a des choses qui passent moins, qui marchent moins, ça on le sait pas forcément. Et les cadres qui sont absents. Et je pense qu'à partir de là, quand t'as plus personne peut-être pour donner de la voix, ou plus... c'est des joueurs aussi qui donnent beaucoup de consignes sans ballon. Moi, quand j'analyse les matchs de City, et tu vois très souvent De Bruyne ou Rodri qui vont dire à leur coéquipier, place-toi là, attends, mets-toi dans cet espace, fais la passe ici, passe-la à lui. En fait, ces gars-là, c'est un petit peu les adjoints de Guardiola sur le terrain. C'est Guardiola, il va donner les consignes, mais ceux qui se chargent aussi parfois de faire en sorte qu'elles soient bien exécutées, parce que t'entends pas toujours tout et que Guardiola, il peut pas toujours tout gérer, c'est ces gars-là, c'est ces mecs-là. Et en fait, sans eux, forcément, l'équipe va perdre des repères. Il faudra à la limite que l'équipe soit sans eux et se réhabitue longtemps à jouer sans eux pour reprendre des automatismes et qu'il y ait d'autres joueurs qui se révèlent un peu. Je dis pas pour autant qu'il manque de joueurs d'expérience, il y a Gundogan, etc., mais dans les joueurs les plus performants, les plus importants et qui sont des cadres d'expérience, tu les as perdus. Maintenant, c'est bien de dire ça, mais il y a aussi un autre point, c'est que ces joueurs-là, ils resteront pas éternellement à City. Et puis il y a aussi le truc de se dire, mais l'équipe, elle devrait être capable d'assurer sans eux. Enfin, ok, c'est bien qu'ils soient super forts, mais quand ils sont pas là, on fait comment ? Et du coup, là, on le voit. Et c'est ce pourquoi on a vu que Manchester City s'intéresse ou en tout cas se préoccupe du fait de pouvoir compenser les potentielles absences de Rodri quand il se blesse ou peut-être quand il sera quand il prendra sa retraite, etc. Enfin bon voilà, anticiper à très long terme, mais du moins à court terme, les moments où Rodri n'est pas là, ou peut-être faire jouer quelqu'un en double pivot à côté de lui. Et apparemment, on pense beaucoup à Martin Zubimendi, ce qui me paraît effectivement très sensé, parce que déjà on l'a vu à l'Euro, quand il remplaçait Rodri, ça se passait très bien.
Et c'est vraiment un milieu à l'espagnol. C'est un milieu équilibrant, un joueur d'équilibre. Et c'est ça qui manque quand t'as plus Rodri, c'est de l'équilibre. C'est ce que je disais, c'est vraiment cette dernière lame avant ta défense adverse, ce gars qui essaie de tout lire avant tout le monde et pouvoir couper les transitions. Donc au niveau des passes progressives, c'est pas le joueur qui va le plus multiplier du jeu long direct vers l'avant, qui font des différences folles, mais ça on s'en fiche un peu sous Guardiola. Rodri, c'est un des milieux défensifs, enfin un milieu qui a le plus bas pourcentage de passes vers l'avant, du moins si tu le compares aux autres milieux défensifs des grosses équipes. Par exemple, Kimmich, il doit être à 31% de passes vers l'avant. Rodri, aux dernières nouvelles, il était entre 18 et 21%. C'est très faible. Mais c'est parce que Guardiola, c'est pas parce que Rodri n'est pas bon là-dedans, mais c'est parce que Guardiola ne demande pas nécessairement ça. La sentinelle sous Guardiola, elle organise beaucoup, elle oriente beaucoup le jeu. Donc en fait, il va souvent chercher les ailiers, Rodri, parce que aussi c'est le système qui est comme ça. Tu vas chercher l'ailier. T'as un milieu qui se projette dans le demi-espace, ça crée un espace, soit l'ailier rentre à l'intérieur, soit l'ailier essaie de le servir, enfin faut trouver des centres en retrait, voilà, on connaît un peu la tactique, mais en tout cas, ouais, ça c'est pas un problème, en tout cas il sait faire des passes, il a un déchet plutôt correct, faudrait essayer de s'améliorer un peu, parce que à ce niveau-là, les sentinelles d'équipe de très très haut niveau, c'est du déchet zéro dans les passes. Au niveau des dribbles, c'est pas mal aussi. Alors pourquoi je mets le pourcentage de dribbles réussis ? C'est pour les sorties de pressing. Les dribbles que doivent faire les milieux sont pas les mêmes que les dribbles que font les attaquants. En général, c'est pour sortir du pressing adverse. Et du coup, c'est important de ne pas perdre trop de ballons dans ces situations-là. Passes interceptées, c'est ce qu'on disait avec Rodri, la capacité de lire le jeu et de couper les passes, notamment dans les transitions adverses. Il est dans l'élite. Ah oui, alors pour ceux qui comprendraient pas mes graphiques, élite, ça veut dire top 10% à son poste, et là on baisse de 10 en 10 à chaque fois, enfin du coup de 20 en 20 pour chaque catégorie, et là c'est le pire 10%, et c'est comparé aux joueurs au même poste sur la saison en cours dans les statistiques. Activité défensive, il a une bonne activité défensive, Zubimendi, et puis c'est surtout la science défensive, en tout cas dans les duels, il a une très haute réussite dans les duels au sol, ce qui n'est pas le cas de Rodri, comme je vous l'ai dit, notamment à cause de ses faiblesses dans la défense des grands espaces et parfois dans sa mobilité contre les attaquants agiles. Rodri se situe à peu près dans cette zone, pour vous dire. Et Zubimendi, il est dans l'élite et depuis plusieurs saisons. Il est aussi dans l'élite des duels aériens. Donc franchement, pour moi, aujourd'hui, si tu dois remplacer Rodri avec un milieu d'équilibre, je vois difficilement mieux que Zubimendi. Ça me paraît être la piste la plus cohérente et c'est pas pour rien que City soit allé dessus. C'est ce que j'aurais conseillé aussi pour ma part. Maintenant, il y a un joueur qui est encore plus âgé que Rodri et que tu devras remplacer un jour. C'est De Bruyne. Et j'ai cru voir, enfin on a lu plusieurs fois que City s'intéressait à Florian Wirtz. On a vu que le Real aussi. Mais selon moi, c'est sans doute la piste à privilégier en priorité. Parce qu'on l'a dit, Foden n'apporte pas forcément ce côté-là. Il apporte forcément cette créativité dans les passes, cette capacité à trouver les mêmes, à faire les mêmes différences que De Bruyne. Il peut être fort dans d'autres aspects, mais moins ça. Et Florian Wirtz, on parle d'un joueur qui a moins de 21 ans, en tout cas moins de 23 c'est sûr, là j'ai plus son âge en tête, mais je crois qu'il a 21, et qui la saison dernière, de mémoire, la saison dernière il fait 20 buts, 21 passes D, un truc comme ça. Voilà, un joueur qui crée énormément aussi, qui a la faculté de casser la dernière ligne défensive par la passe, de trouver des solutions, qui marque aussi, voilà, qui a une forte présence dans la surface, qui marque des buts. Voilà, enfin c'est un joueur total, ce qu'on appelle un joueur total, c'est-à-dire que le mec est bon pour marquer, pour faire marquer et pour faire des différences, balle au pied, par le dribble, etc., pour faire progresser le jeu par la course. Et en fait, ce que je dis souvent, mais c'est que les meilleurs joueurs du monde, on les reconnaît sur un point particulier, c'est le rapport, en tout cas en possession, c'est le rapport entre ce qu'ils apportent et ce qu'ils coûtent. Et Florian Wirtz, c'est un joueur qui apporte énormément et qui a très peu de pertes de balles. En général, les joueurs qui apportent beaucoup comme ça, ils sont dans critique ou faible au niveau de limiter les pertes. Et tu vois que à chaque fois que tu fais la corrélation dans les deux, avec les deux, t'as le très 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 haut niveau, t'as les Jamal Musiala, etc. Voilà, il n'y a pas de secret. Si tu corrèles les deux données, t'as les meilleurs à leur poste. Et il a quand même une activité défensive assez correcte. C'est un joueur qui a l'habitude d'évoluer sous Xabi Alonso, qui demande de la pression, de l'intensité, etc. Donc ouais, Zubimendi, piste ciblée par City et qui va sans doute, enfin en tout cas il y a de grandes chances, j'imagine qu'il arrive cet hiver ou que City essaye d'aller dessus et c'est très logique.
Et Wirtz, peut-être la priorité à faire ensuite au milieu de terrain pour pouvoir préparer la suite de Kevin De Bruyne qui aussi se blesse de plus en plus, donc il va falloir vraiment prendre ça en compte. Et pareil, j'ai du mal à trouver beaucoup mieux et un remplaçant qui pourrait faire plus l'affaire que Wirtz. Voilà, là t'es tranquille pour les prochaines saisons. Voilà, on a fait un assez grand tour. La vidéo est assez longue, mais il y avait des choses à dire. J'ai essayé d'analyser du mieux possible. Il me manque sans doute des choses. Il y a des choses dont j'ai pas parlé. Donc n'hésitez pas à compléter en commentaire. N'hésitez pas à me dire aussi si la vidéo vous a plu, si vous aimeriez d'autres vidéos de ce type. C'est pas facile parce que à chaque fois que je sors une vidéo dernièrement, c'est ma vidéo qui marche le moins parce que je suis démonétisé. Je ne suis plus référencé par YouTube parce que j'ai fermé ma société et que je suis en train d'en refaire une autre. Et comme j'ai fermé ma société n'est plus liée à mon compte YouTube. Et du coup, ça fait depuis, je dirais, 2 mois et demi, 3 mois que j'envoie des vidéos dans le vent. Enfin, ça ne me rapporte rien. Et en plus, elles ne sont plus mises en avant par YouTube. Ça se ressent beaucoup dans les vues, donc ça me motive énormément moins à en faire. J'ai envie d'en faire, j'ai toujours l'envie d'en faire, mais j'ai une motivation de plus en plus descendante. Donc voilà, c'est assez compliqué. En tout cas, voilà, n'hésitez pas à me faire vos retours, à me dire si ça vous a plu, évidemment, et si vous aimeriez, sur quel sujet vous aimeriez voir d'autres vidéos. Là, si j'ai fait celle sur City, c'est parce que le sujet m'intéresse, mais aussi parce que l'un d'entre vous se reconnaîtra peut-être, m'en a parlé en commentaire récemment. Alors, je la préparais un petit peu déjà, mais ça m'a poussé à accélérer, on va dire, la cadence. Et puis voilà, écoutez, je vous souhaite, j'espère que vous vous portez bien. Les fêtes de fin d'année approchent, donc je vous souhaite que tout se passe pour le mieux. Et d'ici la prochaine vidéo, je vous dis à bientôt les